Un homme qui affirme être son propre jumeau. Quelle est la vérité derrière cette étrange affirmation? Bienvenue dans les dossiers, je suis votre hôte, Étienne. Dites-moi où vous regardez aujourd'hui. Vos commentaires sont toujours appréciés. Découvrons l'homme derrière le mystère. C'était un matin d'avril inhabituellement frais, lorsque le capitaine Arthur Hastings se retrouva installé à une table d'angle dans la salle à manger du Ritz, étudiant le programme de la journée. Foi et profiter de la vivacité de la saison. En face de lui, Hercule Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris foncé, avec une pochette de costume blanche impeccable, préparait méticuleusement son petit déjeuner. Un seul croissant, un œuf mollet parfaitement, et une tasse de café, épais et aromatique. « Mon ami, dit Poirot en levant délicatement sa cuillère, il n'y a pas de meilleur endroit que Londres au printemps. C'est une saison de renaissance, et parfois de malice. » Avant qu'Hastings ait pu répondre par un mot d'esprit, une agitation près de l'entrée attira leur attention. Un homme grand et maigre, avec une claudication prononcée, traversa la porte tournante en titubant, serrant une mallette cabossée contre sa poitrine. Son visage était pâle, presque gris, et il regardait nerveusement par-dessus son épaule, comme poursuivi par une terreur invisible. Sans réfléchir, Hastings se leva à moitié de son siège. Bon Dieu, Poirot, cet homme a l'air franchement hanté. Poirot posa sa cuillère avec précision et regarda le nouveau venu avec des yeux plissés. En effet, Hastings, un homme qui se croit suivi est souvent... Mais parfois, c'est simplement la culpabilité qui suit ses traces. Le maître d'hôtel se précipita vers l'homme dont l'apparence échevelée déstabilisa visiblement le personnel poli. Poirot, toujours observateur, remarqua que l'étranger portait un costume coûteux mais très froissé, et que sa manchette gauche était tachée de quelque chose de sombre, peut-être de l'encre, peut-être quelque chose de moins inoffensif. L'homme aperçut Poirot, et, avec un halètement qui traversa la pièce, se précipita vers leur table. Plusieurs convives se retournèrent avec irritation, mais Poirot haussa simplement un sourcil. « Monsieur Poirot, je dois vous parler immédiatement. C'est une question de vie ou de mort, » cria l'homme, la voix tremblante. Poirot désigna la chaise, à côté de lui avec un léger signe de tête. « S'il vous plaît, monsieur. Vous troublez la tranquillité de cet établissement. Asseyez-vous et ressaisissez-vous. » L'homme se laissa tomber sur le siège, sa mallette toujours bien serrée. Pendant un instant, il respira simplement fortement, comme s'il courait sur une grande distance. « Je suis Victor Hartwell, » dit-il finalement. « De la fortune maritime Hartwell. Vous avez peut-être entendu parler de nous ?» Hastings hocha la tête. Le nom Hartwell était bien connu dans les milieux d'affaires, même s'il avait été entaché il y a quelques années par un scandale lorsque le frère aîné de Victor, Albert, avait été impliqué dans un détournement de fonds. Poirot inclina poliment la tête. « Et quelle est, monsieur Hartwell, la cause de votre détresse ?» Les yeux de Victor parcoururent à nouveau la pièce avant de se pencher d'un air conspirateur. « Je suis suivi, surveillé. Quelqu'un veut me tuer, ou pire, me piéger. J'ai des raisons de croire que l'on se fait passer pour moi. » Hastings cligna des yeux. « Piqué ?»« Oui, » dit pensivement Poirot, croisant ses doigts. « Ce n'est pas si inhabituel, vous savez. Un homme qui a des ennemis, ou une fortune, constitue une cible attrayante. » Victor secoua frénétiquement la tête. « Non, vous ne comprenez pas, c'est pire que ça. L'homme qui me fait passer pour moi prétend être mon frère jumeau. » Il y eut un silence stupéfait à table. « Mais tu n'as pas de frère jumeau, » a déclaré Hastings, exprimant une évidence. « Exactement. » La voix de Victor se brisa. « J'étais enfant unique. C'est du moins ce que je croyais. Et pourtant cet homme sait tout, des choses que moi seul pouvais savoir, des secrets de famille, des détails personnels, même... » Il s'interrompit en déglutissant difficilement. « Même mon écriture, ma signature. » Les yeux verts de Poirot brillaient d'intérêt. « Fascinant, » murmura-t-il. « Un homme qui prétend être vous et qui le croit peut-être lui-même.
J'ai besoin de votre aide, monsieur Poirot, dit Victor désespérément. J'ai peur pour mon héritage, pour mon nom, pour ma santé mentale. Poirot hocha lentement la tête. Calmez-vous, monsieur. Dites-moi où et comment avez-vous rencontré pour la première fois ce frère? Victor ouvrit la mallette cabossée et en sortit une poignée de documents froissés. Lettres, relevés bancaires, mentions légales. Il les tendit à Poirot avec des doigts tremblants. À mon bureau d'avocat. Il a comparu la semaine dernière, exigeant la moitié de la succession de mon père. Il a produit des documents prétendant prouver que nous sommes des jumeaux séparés à la naissance. Et votre notaire? Maudit imbécile, cracha amèrement Victor. Il accepte cette affirmation. Il dit qu'il faut enquêter. Entre-temps, cet imposteur s'est installé dans ma vie. Maison, il charme tout le monde. Même ma fiancée, Annabelle, semble incertaine. Elle dit qu'il y a une ressemblance. Poirot fouilla soigneusement les papiers, les sourcils froncés. « Et tu l'as vu toi-même ?»« Oui, face à face. C'est comme regarder dans un miroir déformé, similaire. Mais faux. Je ne peux pas l'expliquer. » Hastings frissonna. « Cela ressemble à quelque chose d'horrible sorti d'un sou. » Poirot resta silencieux pendant un moment, le bout de ses doigts tambourinant légèrement sur la table. Puis il se pencha. « Monsieur, Hartwell, vous devez me faire entièrement confiance. Il y a de la tromperie ici, bien sûr, mais la nature de celui-ci, je ne peux pas encore le dire. Vous devez me donner accès à votre avocat, à votre domicile et à vos connaissances. Surtout, ajouta-t-il d'une voix soudain très ferme, vous ne devez plus affronter ce soi-disant frère, pas sans ma présence. » Victor hocha la tête avec ferveur. « Tout ce que tu dis. » Poirot se leva, effaçant un point invisible de sa manchette. « Alors, Hastings, mon ami, nous avons du travail à faire. Un homme qui prétend être son propre jumeau. Voilà. C'est une énigme des plus intrigantes. Alors, qu'ils quittèrent le Ritz, l'esprit de Poirot était déjà en pleine course, rassemblant des filles invisibles. Quelque part, cachées sous des couches de confusion et de peur, la vérité attendait, et Hercule Poirot avait l'intention de la trouver. Le trajet en taxi jusqu'au domaine Hartwell à Kensington s'est déroulé dans le calme, interrompu seulement par le murmure occasionnel d'incrédulité d'Hastings. Poirot se redressa, jetant un ou deux coups d'œil à Victor Hartwell, qui regardait fixement par la fenêtre, le visage tiré et tendu. À leur arrivée, Poirot examina la résidence Hartwell d'un œil évaluateur. C'était une imposante maison, de ville géorgienne, immaculée, symétrique et très convenable. Pourtant, même depuis le trottoir, Poirot sentait une dissonance, comme si les briques mêmes tendaient sous le poids d'un conflit invisible. À l'intérieur, la maison était étrangement silencieuse. Un majordome grand et sévère prit leur manteau, jetant un regard méfiant à Victor avant de les conduire dans un salon spacieux. La pièce était entièrement recouverte de velours épais et de bois sombre, le genre de grandeur sombre qui évoquait du vieil argent et peut-être de vieux secrets. « Attendez ici, messieurs, » entonna le majordome. « Monsieur Marchand sera informé de votre arrivée. »« Marchand ?» demanda Hastings. « Mon avocat, » murmura Victor. Il a insisté, pour être présent. Quelques instants plus tard, un nouveau personnage entra. Monsieur Frédéric Marchand, un homme mince aux traits pointus, avec un pince-nez et à l'air étrangement prudent. Il observa Poirot et Hastings avec une méfiance à peine dissimulée. « Monsieur ?» ?»« Poirot, » dit Marchand avec un signe de tête raide. « J'espère que monsieur Hartwell a expliqué la situation. »« En effet, » répondit doucement Poirot. « Une affaire inhabituelle, monsieur. » La bouche de Marchand se serra. « Plus qu'inhabituelle. Potentiellement. Désastreux. Voyez-vous, le monsieur prétendant être le frère jumeau de monsieur Hartwell a produit des actes de naissance, des lettres, et même une Bible familiale avec 2 fils enregistrés au lieu d'un. Poirot inclina pensivement la tête. Les documents peuvent être falsifiés. Pourtant, mon Dieu, quelle ingéniosité il faudrait. L'expression de Marchand était illisible. J'ai l'obligation professionnelle de rester impartial. C'est pourquoi j'ai autorisé le... Ah,
autre M. Hartwell à s'installer temporairement dans la suite des invités, jusqu'à ce que les choses soient clarifiées. Et où est cet imposteur? Maintenant? Demanda Hastings avec impatience. Marchand consulta sa montre. Probablement dans le jardin, il a tendance à s'y promener après le petit déjeuner. Poirot se leva immédiatement. Alors ne le faisons pas attendre. Le groupe traversa la maison, les yeux perçants de Poirot notant chaque détail. Une légère égratignure le long des lambris du couloir, un cendrier avec un type inhabituel de mégot de cigarette, un miroir légèrement de travers. Il rangeait ses observations avec soin, comme un avare accumule de l'or. Le jardin était un carré de pelouse bien rangé, bordé de haies bien taillées. Et là, debout près d'un rosier en pleine floraison, se tenait l'homme. Hastings inspira brusquement. La ressemblance était extraordinaire. De dos, le personnage avait la même carrure, les mêmes épaules légèrement voûtées que Victor Hartwell. Alors qu'ils approchaient, l'homme se retourna et pendant un instant vertigineux, ce fut comme si Victor faisait face à son propre reflet. Poirot, cependant, ne scia pas. Ses yeux verts se sont aiguisés, cataloguant chaque caractéristique avec une précision microscopique. L'homme sourit chaleureusement. « Ah, vous devez être Monsieur Poirot. Je suis si heureux de vous rencontrer, enfin. » Sa voix était plus grave que celle de Victor avec une légère râpe. Sa poignée de main était ferme mais trop longue, un peu performative. « Es-tu laid ?» demanda doucement Poirot. « Albert Hartwell, » dit facilement l'homme. « Ou Victor Albert Hartwell, si nous voulons être formels. Mon cher frère semble réticent à me reconnaître, mais je ne lui en veux pas. » Victor, debout à côté d'Hastings, semblait à peine capable de se contenir. Poirot n'a donné aucune réaction extérieure. « Très aimable d'entre vous, monsieur. Dites-moi, vous avez la preuve de votre droit de naissance ?» Le sourire d'Albert s'élargit, révélant des dents immaculées. « Bien sûr, mais je préfère le prouver non pas par des papiers qui peuvent être falsifiés, mais par des connaissances, des souvenirs partagés, des secrets qu'aucun étranger ne pourrait connaître. »« Comme c'est pratique, » marmonna Hastings. Poirot l'ignora. « Et vous proposez quoi, monsieur, que Victor partage son héritage avec vous ?» Albert haussa les épaules, avec une nonchalance élégante. « Ce qui m'appartient de droit, oui, mais plus que l'argent, je recherche ma famille, mon sang, mon nom. » Il y avait quelque chose d'effrayant dans le calme avec lequel il disait cela. Poirot étudia Albert Hartwell en silence pendant un long moment, puis sourit. « Très bien, monsieur. Je vous entendrai tous les deux. Mais attention, Hercule Poirot, ne se laisse pas tromper. Jamais. » Albert inclina la tête avec un petit salut moqueur. Je n'en attendais pas moins. Alors qu'il rentrait à l'intérieur, Poirot remarqua la tension qui existait entre Victor et son prétendu frère. Deux hommes, de même visage et de même silhouette, et pourtant quelque chose était fondamentalement, indéniablement différent. Ce n'était pas simplement une question de fonctionnalité ou de voix. Non, c'était plus profond. Manière, allure, essence. Il tapota légèrement le bras de Hastings alors qu'ils montèrent l'escalier. « Dis-moi, mon ami, » murmura Poirot. « Quand deux roses poussent côte à côte et que l'une dégage un parfum plus doux que l'autre, quelle est la vraie floraison ? » Eh bien, je suppose que celui qui sent bon, » dit Hastings, perplexe. Les yeux de Poirot brillèrent. « Juste ainsi. Et il en sera de même pour notre jumeau. L'un est authentique, l'autre un imposteur. » En haut des escaliers, Poirot s'arrêta devant deux lourdes portes en chêne. « Il est temps, Hastings, » dit-il doucement. « Il est temps de commencer les petits jeux psychologiques. Les petits jeux psychologiques. Et nous verrons quel frère hésitera en premier. » Et sur ce, il frappa vivement à la porte, et le prochain acte du mystère commença. À l'intérieur de la bibliothèque Hartwell, Poirot a orchestré son décor comme un maestro arrangeant une symphonie. Il a insisté pour que Victor et Albert restent séparés pour le moment, chacun devant être interrogé seul. Hastings, prenant note silencieusement des méthodes de Poirot,
l'observait avec un mélange d'admiration et de curiosité. Poirot commença par Victor. L'héritier légitime, du moins c'est ce qu'il prétendait, était assis avec raideur, dans un fauteuil, les jointures blanches tandis qu'il agrippait les bras. Ses yeux, rougis et inquiets, parcourissent la pièce comme s'il cherchait un ennemi invisible. « Victor », commença Poirot d'un ton doux mais inquisiteur, « je vous demande de raconter depuis le début les circonstances entourant l'apparition de ce jumeau, ne rien omettre aussi minime soit-il. » Victor expira brusquement et se lança dans son récit. C'était il y a une semaine, au bureau de Marchand. J'étais allé revoir quelques affaires courantes concernant la succession. Et il était là, assis calmement en face du bureau de Marchand, me souriant comme si nous étions des frères perdus depuis longtemps réunis après une vie séparée. Marchand l'a présenté comme Albert Hartwell. J'ai d'abord ri. J'ai pensé que c'était une blague ridicule, mais l'homme a produit des documents, des actes de naissance, des lettres prétendument de mon défunt père, et a exigé une reconnaissance. Poirot hocha la tête, ses doigts tapotant légèrement son genou. Et ta réaction immédiate? Incrédulité, indignation. Je lui ai dit que c'était un menteur, un imposteur, mais Marchand a insisté sur la diligence raisonnable. Poirot se pencha en avant. Et vous, monsieur Victor, vous êtes absolument sûr de n'avoir pas de jumeaux? Les yeux de Victor brillèrent. Certainement. Ma mère n'a jamais parlé d'un autre enfant. Mon père, il hésita, n'était pas un homme sentimental, mais il n'aurait jamais caché une chose pareille. Jamais. Poirot pencha la tête. Vous parlez avec conviction. Pourtant, la nature humaine, c'est une chose des plus complexes. Dis-moi, Victor, as-tu déjà trouvé quelque chose d'anormal? Une lettre de famille, une conversation entendue, un moment que, à l'époque, tu avais écarté? Victor hésita, fronçant profondément les sourcils. Non, rien. Poirot se rassit, croisant à nouveau ses doigts. Très bien. Maintenant, à propos de vos relations avec votre fiancée, mademoiselle Annabelle, comment voit-elle cette affaire? Victor rougit. Elle est perturbée. Elle dit que la ressemblance est étrange. Elle se demande s'il pourrait y avoir du vrai là-dedans. Je crois qu'Albert a essayé de la charmer. La moustache de Poirot se contracta légèrement. Ce serait logique. Déstabilisez votre position, semez le doute parmi vos alliés. À ce moment, Marchand entra, annonçant qu'Albert était prêt à être vu. Victor quitta la pièce avec raideur, et quelques instants plus tard, le prétendu jumeau entra avec une élégance décontractée qui semblait presque théâtrale. Albert Hartwell sourit chaleureusement en s'installant sur la chaise que Victor avait libérée. « Tu dois pardonner à mon frère » dit-il légèrement. Le pauvre Victor a toujours été assez blessé. Poirot offrit un sourire poli mais ne dit rien, permettant au silence de s'étendre. Une tactique qu'il employait souvent pour voir comment un suspect réagirait. Albert ne bougeait pas. Au lieu de cela, il croisa élégamment une jambe sur l'autre et regarda Poirot avec un amusement ouvert. « Vous souhaitez connaître mon histoire, dit-il enfin. C'est simple. J'ai été élevé par une femme qui prétendait être une cousine éloignée des Hartwell. On m'a peu parlé de mes origines, seulement que ma mère était morte jeune et que mon père s'était arrangé pour que je sois caché, pour des raisons de convenance. « Caché ?» répéta doucement Poirot. Albert hocha la tête. J'ai pensé que cela n'avait aucun sens pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle meure et me laisse une lettre, accompagnée de certains documents. Il fit un geste vague. Des lettres de mon père à la femme qui m'a élevé, des instructions pour mes soins, des promesses de retrouvailles éventuelles, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Et pourquoi se manifester maintenant? Albert sourit tristement. Parce que Victor va bientôt se marier, et ainsi assurer toute la fortune Hartwell. Une fois marié, il pourrait contester toute réclamation tardive. C'était maintenant ou jamais. Comme c'est très opportun, murmura Poirot. Albert rit son riche et roulant. Vous êtes méfiant, bien sûr. C'est votre nature. Mais je vous demande seulement d'examiner les faits. Les yeux de Poirot brillèrent. Les faits sont très insaisissables, monsieur. Ils peuvent être déformés, mal interprétés.
Mais la vérité se révèle toujours à la fin. Poirot se pencha légèrement en avant. « Parlez-moi, monsieur Albert, de l'enfance de Victor. Vous prétendez la connaître intimement ?» Les yeux d'Albert brillaient de malice. « Victor est tombé un jour de cheval à l'âge de 12 ans et s'est cassé la clavicule. Sa friandise préférée d'enfance était la confiture de mûre. Il avait un chien nommé César, un bâtard qui l'a sauvé des quais. Dois-je continuer ?» Poirot ne donna aucune réaction visible, mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. Tous ces détails étaient faciles à glaner à partir de sources publiques ou auprès d'un proche de la famille. « Merci, monsieur, » dit doucement Poirot. « Vous avez été très utile. » Albert se leva en inclinant la tête. « J'attends avec impatience. Votre verdict, monsieur Poirot. » Quand il fut parti, Hastings expira bruyamment. « Fonce tout ça, Poirot, je n'arrive pas à le distinguer. Il a l'air si convaincant. » Poirot se tapota pensivement le menton. « Oui, mon ami, et c'est ce qui me trouble. L'art de la tromperie ne réside pas dans les mensonges eux-mêmes, mais dans leur broderie avec la vérité. »« Alors tu penses qu'il ment ?» Poirot sourit énigmatiquement. « Je pense qu'il est trop parfait. Un homme qui trompe facilement est un homme à surveiller de près. » À ce moment, Marchand réapparut avec une expression d'excuse. « Pardonnez l'interruption. Monsieur Poirot, mais mademoiselle Annabelle est là. Elle souhaite vous parler. »« Excellent, » dit Poirot en se levant. « Il est temps, Hastings, de voir comment la dame s'intègre dans cette curieuse tapisserie. » Quelques instants plus tard, Annabelle Dupré entra dans la bibliothèque. C'était une jeune femme remarquable, avec des cheveux noirs soigneusement épinglés, sous un chapeau à la mode, et une posture qui parlait d'éducation et de maîtrise de soi. Pourtant, ses mains se tordirent nerveusement sur le fermoir de son sac à main. « Monsieur Poirot, » dit-elle, la voix légèrement tremblante, « je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas qui croire. » L'attitude de Poirot s'adoucit aussitôt. « Courage, mademoiselle. Asseyez-vous et dites-moi tout. » Annabelle s'assit avec précaution sur le bord de la chaise et baissa les yeux sur ses mains. « Je connais Victor depuis 2 ans. Nous devons nous marier le mois prochain. Mais cette soudaine apparition d'un frère, cela m'a secoué. Je ne peux pas nier qu'il y ait une ressemblance. Et pourtant, oui, l'encouragea doucement Poirot, et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas, murmura-t-elle. La façon dont Albert sourit, ça me glace. C'est comme s'il connaissait chacune de mes pensées avant que je les exprime. Victor ne m'a jamais fait ressentir ça. Poirot échangea un regard avec Hastings. « Et vous lui avez parlé en privé ?» Annabelle rougit. En bref, il était trop familier, trop sûr, comme s'il me connaissait depuis des années. Poirot hocha lentement la tête. « Vous êtes très perspicace, mademoiselle. » Il se leva et lui tendit la main. « Je vous remercie. Vous m'avez donné beaucoup de matière à réflexion. » Alors qu'elle partait, Hastings se pencha. « Poirot, qu'en penses-tu » Les yeux de Poirot brillaient d'une lumière secrète. « Hastings, mon ami, les morceaux commencent à prendre forme. La mélodie devient plus claire. Mais nous devons avancer avec prudence. Il y a plus à faire que ce que l'on voit. » Il jeta un coup d'œil vers le jardin où Albert se promenait nonchalamment le long de la haie, comme s'il ne s'en souciait pas du monde. « Viens, » dit vivement Poirot. « Il est temps de tendre quelques pièges aux 2 frères. » Et sur ce, il s'éloigna, chacun de ses pas étant un mouvement calculé dans le grand jeu qui se déroulait actuellement. Le soleil de l'après-midi avait commencé à glisser vers l'ouest au moment où Hercule Poirot mettait son plan à exécution. Chaque mouvement, chaque mot, chaque remarque apparemment désinvolte faisait partie d'un grand dessein connu de lui seul. Il commence par inviter Victor et Albert Hartwell au salon en compagnie d'Annabelle Dupré et de M. Marchand. Poirot avait soigneusement disposé les sièges. Victor près de la cheminée, Albert près de la fenêtre, Annabelle et Marchand l'un en face de l'autre sur le canapé. Hastings se tenait près de la porte, vigilant. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix polie et charmante, « il est clair qu'il y a des incertitudes qui nous troublent tous. C'est pourquoi je vous propose un petit exercice. Rien de formel, vous comprenez. Simplement
une opportunité de partager des souvenirs de famille. Victor se raidit aussitôt. Albert, de son côté, se penchait en arrière paresseusement, un petit sourire complice jouant sur ses lèvres. « Commençons par quelque chose de simple, » dit Poirot. « Vacances. D'enfance. Monsieur Victor, peut-être nous rappellerez-vous une destination favorite ?» Victor fronça légèrement les sourcils. « Nous allions souvent dans le Devonshire, dans un cottage que ma mère adorait. Elle adorait l'air marin. »« Et vous, monsieur Albert ?» Poirot se tourna brusquement. Albert n'a pas hésité. « Le Devonshire, bien sûr. Je me souviens du petit hangar à bateaux rouges sur la plage. Victor ramassait des coquillages, mais je préférais construire des radeaux. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Et le nom du village ?» Le sourire d'Albert s'effaça, juste une fraction. « West Haversham. » La bouche de Victor se tordit. « Un tel endroit n'existe pas. C'était West Havers. » Poirot ne dit rien, se contentant de prendre une petite note dans son portefeuille. « Et qui, » continua doucement Poirot, « était le serviteur préféré de ta mère ?» Victor sourit faiblement. « Martha Gibbons. Elle ressemblait plus à une nounou qu'à une femme de chambre. » Albert hocha vigoureusement la tête. « Oui, la vieille Martha. Elle nous racontait des histoires de fantômes. »« En effet, » murmura Poirot. « Dites-moi alors, quelle a été son histoire la plus célèbre ?» Victor répondit immédiatement. « L'histoire du cavalier sans tête de Holloway Lane. » Albert hésita. « Le chien noir de Haversham ?» Victor eut un rire vif. « Il n'y a pas d'histoire de ce genre, j'en ai bien peur. » Albert rougit légèrement. « Peut-être que nous nous souvenons différemment, » dit-il avec raideur. « Peut-être, » approuva Poirot avec bienveillance, mais ses petites cellules grises bourdonnaient d'excitation. Il tourna son attention vers Annabelle. « Mademoiselle, vous avez rencontré ces deux messieurs. Vous avez vu leur manière, leur allure. Dans votre cœur, qu'est-ce qui vous paraît le plus authentique ?» Annabelle se mordit la lèvre déchirée. « Victor, dit-elle finalement, Albert est trop raffiné, trop sûr. » Albert eut un sourire serré. « Je comprends, mademoiselle. Le changement est difficile. » Poirot se leva, marchant lentement dans la pièce, tapotant ses doigts contre ses lèvres. « Il y a aussi la question de l'écriture manuscrite. Vous écrivez, tous les deux, naturellement ?» Victor hocha la tête. Albert haussa les épaules. « Bien sûr. » Alors, dit gaiement Poirot, menons une petite expérience. Il sortit 2 feuilles de papier identiques et 2 stylos identiques, les posant sur une table d'appoint. Écrivez, s'il vous plaît, la phrase suivante. « Soyez fidèle à vous-même. » Victor bougea aussitôt, la main ferme, écrivant la phrase d'une main audacieuse et confiante. Albert mit plus de temps, sa plume hésitant légèrement avant de mettre les mots sur papier. Poirot a examiné les 2 échantillons de près, mais n'a rien dit. Pourtant, dans son esprit, il notait la différence. Le scénario de Victor était ferme, décisif, tandis que celui d'Albert, bien que superficiellement similaire, trahissait de minuscules incohérences, comme s'il imitait plutôt que de rappeler. « Une dernière question, » dit Poirot, se tournant soudainement vers Albert. « Quand vous avez vu Victor pour la première fois, quel a été votre sentiment ?» Albert cligna des yeux. « Le bonheur, bien sûr. La reconnaissance. » Victor ricana. « J'ai ressenti de l'horreur. » Poirot hocha la tête pensivement. « En effet, ce sera tout pour le moment. » Le groupe se dispersa avec inquiétude, et Poirot et Hastings se retirèrent dans la bibliothèque. Hastings était presque plein d'excitation réprimée. « Poirot, tu l'as sûrement vu. Les hésitations, les contradictions. » Poirot sourit faiblement. « Oui, mon ami. Albert Hartwell, si tel est bien son nom, porte ses souvenirs empruntés comme un costume mal taillé. Il connaît la surface, mais pas le fond. » Mais comment en savait-il autant? Hastings insista. « Des détails sur l'enfance. » De Victor sur Martha Gibbons, sur le Devonshire? Les yeux de Poirot brillèrent. « C'est simple. Il a eu accès à quelqu'un ayant une connaissance intime. »
ou accès à des papiers familiaux privés, peut-être même les deux. Il tapota légèrement du doigt la table. « Mais qui l'aiderait » demanda Hastings. Poirot croisa les doigts. « C'est, Hastings, la prochaine question. Il y a un complice, ou à tout le moins une fuite, et nous devons le trouver. » À ce moment, Marchand entra, portant une liasse de papier. « Pardonnez-moi, Poirot, » dit-il, un léger tremblement dans la voix. « Je pensais que tu devrais voir. » Ça, il remit un document légal, un testament modifié, daté d'à peine un mois avant le décès du père de Victor. Poirot le parcourut rapidement, ses sourcils haussés. « Le testament a été modifié, » a expliqué Marchand. Auparavant, Victor était l'unique héritier. Mais ce document nomme « mes fils » au pluriel. Hastings siffla. « Bon Dieu, cela soutient l'affirmation d'Albert. » Ou c'était censé le faire, dit sombrement Poirot. Il examina attentivement la signature, puis le sceau du notaire. « Ce document doit être authentifié, » dit sèchement Poirot. « S'il s'agit d'un faux, et je soupçonne que c'est le cas, c'est un faux des plus audacieux. » Marchand hésita. « Il y a plus. » Il sortit de son manteau une petite lettre pliée. Poirot le déplia et lut silencieusement. Il s'agissait d'une brève note non signée avertissant Victor d'accepter la vérité ou d'en subir les conséquences. Hastings jura dans sa barbe. « Des menaces, maintenant, » dit doucement Poirot. Le jeu devient de plus en plus dangereux. Il se tourna vers Marchand. « Dites-moi, monsieur, qui avait accès au papier personnel de feu monsieur Hartwell ?» Marchand avait l'air mal à l'aise. Plusieurs membres du personnel de maison. Et, eh bien, Annabelle y avait aussi accès. Elle aidait souvent le père de Victor dans sa correspondance. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Annabelle !» Marchand hocha la tête. « Elle est extrêmement compétente. Elle tapait des lettres, organisait des rendez-vous. Elle était en quelque sorte une confidente. » Poirot se rassit, absorbant cela. Annabelle était-elle la fuite, ou est-ce que quelqu'un l'avait utilisée sans le vouloir? Il tapota pensivement la lettre. « Il est temps, dit-il, de regarder de plus près le personnel de maison et de poser quelques questions subtiles à mademoiselle Annabelle. » Il se leva, le visage grave. « Hastings, dit-il doucement, la fin du jeu approche. Bientôt le masque devra tomber et le vrai visage sera révélé. » Et dans le cœur de Poirot, une certitude se formait. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur d'identité. Non, quelque chose de bien plus rusé et de bien plus sinistre se déroulait derrière la façade raffinée de la maison Hartwell. C'était un jeu de miroirs, de mensonges et de pièges psychologiques, et Hercule Poirot avait l'intention de briser toutes les illusions une par une. Le lendemain matin, Poirot traversa la maison Hartwell comme une tempête silencieuse. Hastings le suivit de près, son carnet prêt, même s'il savait que Poirot s'appuierait davantage sur son intuition que sur quelque chose d'aussi grossier qu'un témoignage enregistré. Leur premier arrêt fut les quartiers des domestiques, un dédale de couloirs étroits et de pièces bien entretenues situées sous les étages principaux. Poirot insista pour parler individuellement à chaque membre du personnel de maison, avec un ton courtois mais pénétrant. La gouvernante, Madame Draycott, était une femme sévère d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris-fer et une attitude tout aussi ferrée. Elle joignit fermement les mains pendant que Poirot l'interrogeait. « Madame, dites-moi, au cours des mois précédant la mort de monsieur Hartwell, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Madame Draycott renifla avec désapprobation. « Ce n'est pas inhabituel, monsieur, même si le maître était plus renfermé. Que d'habitude. Il a passé de longues heures dans la bibliothèque. Il a brûlé beaucoup de correspondances. » Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Vous l'avez brûlé ?»« Oui, monsieur. Je l'ai vu plus d'une fois mettre des papiers dans le feu, toujours tard dans la nuit. »« Et qui avait accès à la bibliothèque ?»« Toast demanda Poirot. « Seulement monsieur Victor, Miss Annabelle et moi-même. Oh, et Jennings le majordome, lorsqu'on l'appelle. » Poirot la remercia et passa à Jennings. Le majordome, raide et distant, affirmait ignorer tout événement inhabituel. Le regretté monsieur Hartwell était un homme privé, monsieur. Il avait son propre avocat.
Et la nuit où il est mort, insista Poirot. Est-ce que quelque chose sortait de l'ordinaire? Jennings hésita, sa main tremblant légèrement. Je me souviens d'un visiteur, dit-il enfin. Un homme en retard, après 10 heures. Poirot se pencha en avant. Un homme? Décrivez-le. Jennings secoua la tête. Je ne l'ai jamais vu clairement. J'ai entendu des voix dans le bureau, des voix élevées. Mais quand j'ai apporté le cognac, seul M. Hartwell était là. Poirot échangea un regard avec Hastings. Et M. Hartwell était-il agité? Jennings hocha la tête à contre-cœur. Très. Poirot le remercia et continua. La femme de ménage, Elsie, était une jeune femme nerveuse aux yeux écarquillés. Elle prétendit n'avoir rien vu mais avoua, sous le patient interrogatoire de Poirot, qu'elle avait trouvé un jour un bout de papier à moitié brûlé dans la cheminée. Une lettre mentionnant restitution. Et honte cachée. Je n'ai pas compris, monsieur, dit-elle en tordant son tablier. Poirot rangea ça soigneusement. En fin de matinée, Poirot et Hastings se retrouvèrent de retour dans le salon. Poirot s'assit, croisa les doigts et regarda dans le vide pendant plusieurs longues minutes. « Et maintenant, Poirot ?» demanda Hastings avec impatience. Poirot soupira. « Maintenant, mon ami, nous parlons à mademoiselle Annabelle. » Il l'appela et quelques minutes plus tard, Annabelle entra, l'air calme mais pâle. « Mademoiselle, » dit chaleureusement Poirot, « pardonnez-moi, mais je dois vous déranger avec d'autres questions. »« Bien sûr, monsieur Poirot, » dit-elle doucement. « Vous étiez proche de monsieur Hartwell, senior. Vous l'avez aidé avec des lettres, des documents? »« Oui, » a-t-elle admis. Il trouvait qu'écrire était fatigant vers la fin. Vous a-t-il déjà parlé de l'histoire familiale de Victor? Annabelle hésita. Non, pas explicitement. Mais il a un jour mentionné ses regrets, des choses qu'il aurait aimé faire différemment. Des regrets? Poirot bondit doucement. Tels que? Annabelle secoua la tête. Il n'a pas donné de détails, mais il était très agité par la suite. Poirot hocha la tête pensivement. Et dites-moi, mademoiselle, après la mort de M. Hartwell, avez-vous déjà remarqué des papiers manquants? Annabelle cligna des yeux. Non, mais il y avait une clé qui manquait. Une clé? Oui, dans un petit tiroir verrouillé de son bureau. Poirot se pencha en arrière et se tapota le menton. Et quand as-tu remarqué qu'il avait disparu? Peu de temps après les funérailles. L'as-tu dit à Victor? Bien sûr. Poirot hocha lentement la tête. Merci, mademoiselle. Vous avez été des plus utiles. Quand Annabelle fut partie, Hastings se pencha, fronçant les sourcils. Poirot, qu'est-ce que ça veut dire? Poirot se leva et commença à marcher lentement. Cela signifie, Hastings, qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être caché et qui valait la peine d'être volé. La question est, quoi? Il s'arrêta brusquement, les yeux brillants. Il y en a un autre à qui nous devons parler, a-t-il déclaré. OMS? Poirot sourit sinistrement. L'imposteur lui-même. Poirot a organisé un entretien privé avec Albert Hartwell dans la bibliothèque. Hastings était assis dans un coin, un cahier à la main mais oublié alors qu'il regardait la confrontation. Albert entra avec un sourire facile, se prélassant dans le fauteuil en face de Poirot. « Vous m'avez convoqué, monsieur Poirot, » dit-il, légèrement. « À quoi dois-je ce plaisir ?» Poirot le regarda fixement. « Je souhaite mieux vous comprendre, monsieur Albert. » Albert écarta innocemment les mains. « Demandez ce que vous voulez. » Poirot sourit légèrement. « Vous avez grandi en ignorant votre filiation? » Correct. Et pourtant, lorsqu'on vous a présenté votre supposé frère, vous avez ressenti une reconnaissance immédiate? Albert hocha la tête. Poirot tapota ses doigts. Fascinant. Dis-moi, quand toi et Victor étiez petits, quel jouet partagiez-vous? Albert hésita, mais seulement une seconde. Un cheval à bascule, peint en blanc avec une bride rouge. Poirot inclina la tête, un détail facilement glané à partir de photographies ou de ragots de domestiques. Le sourire d'Albert s'effaça, légèrement. Poirot se pencha en avant. Vous en savez beaucoup sur Victor, ses habitudes, ses souvenirs.
Pourtant, vos connaissances sont précises, cliniques. Il n'y a ni chaleur, ni spontanéité. Les yeux d'Albert brillèrent. « Qu'est-ce que tu suggères, Poirot ?»« Je suggère, dit doucement Poirot, que vous avez étudié Victor Hartwell comme un acteur étudie un rôle. » Le visage d'Albert se durcit. « C'est une grave accusation, monsieur. » Poirot se leva. « Ce n'est pas une accusation. »« Pas encore. C'est une observation. » Il se rapprocha, sa voix baissant. « Encore une chose, monsieur Albert. La nuit précédant la mort de monsieur Hartwell, un visiteur est venu. » Le masque d'Albert glissa. Seulement un instant. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, brusquement. Poirot l'a attrapé. « Ah, dit-il doucement, tu sais qui c'était. » Albert se rétablit rapidement. « Je ne sais rien. » Poirot sourit froidement. « Nous verrons. » Ce soir-là, Poirot réunit Hastings et Marchand en privé dans le bureau. « Le piège est tendu, » dit calmement Poirot. « Maintenant, nous attendons que l'araignée s'y glisse. » Hastings pouvait à peine contenir son enthousiasme. « Poirot, tu as une théorie ?» La moustache de Poirot frémit de satisfaction. « Pas une théorie, Hastings. Une certitude. » Il tapota la lettre que Marchand lui avait donnée plus qu'à « C'est faux. Menace. Clé volée. Secret caché. Ce ne sont pas des fils séparés. Ils forment une seule tapisserie. » « Et Albert ?» demanda Marchand. Les yeux de Poirot brillèrent. « Albert est une marionnette, mon ami. » « Mais le marionnettiste, c'est la vraie question. » Il se leva, ajustant ses poignets avec une précision minutieuse. « Demain, dit-il, je révélerai tout. Mais pourquoi attendre ?» demanda Hastings. Poirot sourit. « Parce que Hastings, ce soir, les coupables agiront. » Et quelque part dans les couloirs sombres de la maison Hartwell, quelqu'un bougeait effectivement, quelqu'un dont la toile de mensonge était sur le point de se dénouer entre les mains d'Hercule Poirot. La nuit descendait lourdement sur la résidence Hartwell, se pressant contre les fenêtres comme une force tangible. L'atmosphère à l'intérieur était pleine de tension. Poirot s'était retiré tôt dans sa chambre, du moins semble-t-il, mais Hastings, connaissant bien son ami, soupçonnait que les petites cellules grises de Poirot bourdonnaient activement, au fil des heures. Hastings lui-même restait éveillé, agité. Il y avait le sentiment indubitable, électrique, que quelque chose était sur le point de se produire. Et en effet, peu après 2 heures du matin, un cri sourd brisa le silence. Hastings sauta de son lit, enfila un manteau par-dessus son pyjama et saisit son revolver de service par instinct. La salle était déjà animée de voix confuses et de pas précipités. En bas, une agitation résonnait dans le bureau. Il trouva Poirot déjà sur les lieux, impeccablement habillé, comme s'il ne s'était jamais couché du tout. Victor Hartwell se tenait près de la cheminée, pâle et tremblant. Albert Hartwell gisait sur le sol, immobile, anormalement immobile, une tache pourpre foncée s'épanouissant sur sa chemise. Annabelle, serrant une robe de chambre autour d'elle, laissa échapper un sanglot étouffé. Poirot leva la main ordonnant le silence. « Personne ne doit quitter cette pièce, » dit-il doucement. « Hastings, sécurisez les portes. » Hastings hocha sombrement la tête et obéit. Poirot s'agenouilla près d'Albert, ses doigts cherchant délicatement son pouls. Au bout d'un moment, il se releva, le visage grave. « Il est mort, » annonça Poirot. « Une blessure au couteau, rapide et profonde, directement au cœur. » Il y eut un halètement collectif. Les yeux de Poirot parcouraient déjà la pièce, cataloguant chaque détail. Une chaise renversée, un vase cassé. Il manque un coupe-papier sur le set de bureau. « Victor !» dit-il sèchement. « Comment es-tu arrivé ici ?» Victor se lécha les lèvres sèches. « Je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu un bruit, des voix. Je suis descendu et je l'ai trouvé comme ça. Et l'arme ?» Victor secoua la tête, impuissant. Disparu. Poirot observa les autres. Marchand, Annabelle, Jennings le majordome et Madame Draycott, tous rassemblés sur le seuil, le visage blanc et abasourdi. La voix de Poirot était basse, mais autoritaire. « Personne d'autre n'est entré ou sorti de cette pièce ?»
Non, monsieur, dit Jennings, l'air terrifié. Poirot hocha brièvement la tête. Très bien. Hastings, aidez-moi gentiment. Nous devons procéder méthodiquement. Pendant que Hastings aidait à examiner les environs, Poirot posait des questions rapides. Madame Draycott était dans sa chambre et lisait sa Bible, a-t-elle insisté. Jennings dormait dans ses quartiers à côté de la cuisine. Marchand écrivait des lettres dans son bureau temporaire au 2e étage. Et Annabelle a admis qu'elle avait été agitée et qu'elle avait erré dans les couloirs. « Pourquoi ?» demanda doucement Poirot. Elle rougit. « J'étais inquiet, à propos de tout. » Poirot ne dit rien mais fit une note mentale. Il revint sur les lieux. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Aucune fenêtre ouverte. Aucun passage. Caché menant au bureau. Celui qui avait tué Albert l'avait fait depuis l'intérieur de la maison. Le regard de Poirot se posa sur la main d'Albert. Entre ses doigts raidis, il tenait un bout de papier déchiré. Poirot le détacha doucement et le lut silencieusement. Ses sourcils se haussèrent légèrement, mais il ne dit rien, le glissant dans sa poche. Finalement, il se tourna vers la compagnie, rassemblée. « Cela change tout, » dit-il doucement. « La vérité était déjà confuse, mes amis, mais maintenant elle est devenue mortelle. » Il regarda Victor longuement et durement. « Vous, monsieur, n'êtes plus simplement victime d'une imposture. Vous êtes désormais suspecté d'un meurtre. » Le visage de Victor se vida du peu de couleur qui restait. « Mais je ne l'ai pas tué, » il a pleuré. « Je le jure. » La voix de Poirot était calme, presque détachée. « Nous verrons. » En fin de matinée, l'inspecteur Sharp de Scotland Yard était arrivé. Un homme mince et belliciste, avec une lueur méfiante dans les yeux. Poirot le briefa succinctement, sans rien minimiser. Sharp a examiné la maison avec une suspicion professionnelle. « Cercle fermé classique », marmonna-t-il. « Motif tout autour. » Poirot accepta. « Et pourtant, mon cher inspecteur, ce n'est pas si simple ?» Il prit Sharp à part en privé. « Il y a une main cachée à l'œuvre ici, dit-il doucement. Albert n'était pas le véritable ennemi, il était un outil, un moyen pour parvenir à une fin. » Sharp fronça les sourcils. « Quelle fin ?» Poirot sourit légèrement. « Le pouvoir, la richesse et peut-être la vengeance. » Sharp grogna d'un air sceptique, mais il savait qu'il valait mieux ne pas ignorer l'instinct de Poirot. Pendant ce temps, Poirot demanda à Hastings de l'aider à fouiller discrètement la chambre d'Albert. À l'intérieur, ils trouvèrent peu d'objets d'intérêt immédiat. Une valise à moitié remplie, plusieurs costumes coûteux, une montre de poche en or. Mais derrière une planche volante dans l'armoire, Poirot a déniché une liasse de papiers. Hastings regarda avec impatience. Poirot les parcourirent. « Documents d'identité », murmura Poirot. « Des lettres d'introduction. Et ah !» Il brandit une photographie, une image d'Albert avec un autre homme. Ils étaient dans un café miteux, levant leur verre devant la caméra. Les yeux de Poirot brillèrent. « Cela, dit-il, est très éclairant. »« Qui est l'autre homme ?» demanda Hastings. Poirot sourit énigmatiquement. « Quelqu'un que nous n'avons pas encore vu, mais dont les empreintes digitales sont partout dans cette affaire. Il fourra la photo dans sa poche. « Il y a encore une chose que nous devons faire avant la confrontation finale, » a-t-il déclaré. Cet après-midi-là, Poirot a convoqué une réunion privée avec Annabelle Dupré. Elle entra dans le bureau, le visage pâle mais calme. « Mademoiselle, » commença Poirot sans préambule, « je dois savoir, avez-vous sciemment ou inconsciemment fourni des informations sur Victor à quelqu'un en dehors de cette maison ?» Annabelle le regarda sous le choc. « Non, jamais. » « Et pourtant, » dit doucement Poirot, « quelqu'un connaissait des détails intimes, des détails qui n'ont pas été trouvés dans les archives publiques. » Les lèvres d'Annabelle tremblaient. « Je n'ai jamais parlé de telle chose. Je le jure. » Poirot la regarda pendant un long moment, puis hocha la tête. « Je te crois, » dit-il doucement. « Mais votre confiance a peut-être été mal placée. » Il se leva et lui tendit la main. « Ayez du courage, mademoiselle. La fin est proche. » Alors qu'Annabelle partait visiblement secouée,
Hastings se tourna vers Poirot. « Tu la crois ?»« Oui, » dit simplement Poirot. « Elle est honnête, peut-être trop honnête pour le monde dans lequel elle habite. » « Et maintenant ?» Le sourire de Poirot était aussi froid et précis qu'un scalpel. « Maintenant, mon ami, nous rassemblons les joueurs, et nous levons le voile final. » Ce soir-là, Poirot envoya des invitations officielles à toutes les personnes concernées. Victor, Annabelle, Marchand, Jennings, Madame Draycott et l'inspecteur Sharp. « Demain à midi, déclara-t-il, la vérité serait révélée. » Dans sa chambre cette nuit-là, Poirot a méticuleusement exposé chaque indice, chaque contradiction, chaque motif caché. Il ajusta ses poignets une dernière fois, satisfait. « Demain, » se murmura-t-il, la mascarade se termine. Et dans le calme froid de la maison, la main invisible derrière la mort d'Albert Hartwell a resserré son emprise. Ignorant qu'Hercule Poirot, maître en psychologie et en tromperie, préparait déjà le coup final. Le lendemain, à midi précis, le salon de la résidence Hartwell était à nouveau rempli d'un rassemblement tendu et impatient. Victor Hartwell se tenait près de la cheminée, pâle mais posé, les mains serrées et desserrées le long de son corps. Annabelle était assise rigidement sur le canapé, une image de nerfs à vif sous son extérieur posé. Marchand se tenait près du comptoir à boissons, le visage indéchiffrable. Jennings, le majordome, et Madame Draycott, la gouvernante, se tenaient discrètement près du mur, leurs expressions étant un mélange de peur et de curiosité. L'inspecteur Sharp s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant tout avec la patience d'un prédateur. Et au centre d'eux, tout cela se tenait Hercule Poirot, sa petite forme rayonnant d'une énergie presque électrique. Il regarda autour de lui, le regard perçant. « Messieurs, mesdames, » commença Poirot, sa voix coupant l'air lourd, « nous sommes réunis pour résoudre deux énigmes, l'apparition d'un supposé frère jumeau et la mort de l'homme qui a revendiqué cette identité. » Il y eut une ondulation dans la pièce. Peur, anxiété, anticipation. Poirot joignit les mains derrière le dos et commença à marcher lentement devant la cheminée, ses mots étant délibérés, chacun tombant comme un caillou dans un étang, envoyant des ondulations invisibles vers l'extérieur. Albert Hartwell, l'homme qui prétendait être le jumeau de Victor, était un imposteur. Cela, je crois, est désormais clair. Victor expira de manière audible. Annabelle serra plus fort le bras du canapé. Mais, continua doucement Poirot, c'était un fraudeur doté de ressources remarquables. Il connaissait des détails intimes de l'enfance de Victor. Il possédait de faux documents d'une qualité étonnante. Il a même produit un testament modifié nommant fils au pluriel. Marchand se raidit visiblement. « Une telle connaissance, » dit Poirot, la voix légèrement plus aiguë, « ne pouvait venir que de cette maison. Quelqu'un ici a fourni des informations, volontairement ou involontairement. » Il s'arrêta devant Marchand, le fixant d'un regard perçant. « Monsieur Marchand, vous étiez le gardien des affaires juridiques de feu, monsieur Hartwell. Vous aviez accès à ces papiers, aux dossiers familiaux confidentiels. » Marchand se lécha les lèvres mais ne dit rien. « Et pourtant, continua doucement Poirot, vous avez permis à un imposteur de s'établir sur la base de preuves fragiles. De plus, vous avez fait droit à sa plainte, lui donnant ainsi accès à la justice. » La voix de Marchand, quand elle se fit entendre, était cassante. « J'ai suivi la procédure, monsieur Poirot. Je n'avais aucune preuve du contraire. » Poirot pencha légèrement la tête. « Non? Ou aviez-vous quelque chose à gagner ?» Une forte inspiration vint de quelque part. Hastings ne pouvait pas dire qui. Poirot se détourna, ne laissant à personne le temps de répondre. « Et pourtant, » dit-il en faisant à nouveau les 100 pas, « Marchand n'était pas le cerveau. Il était simplement complice. » Ses yeux parcoururent la pièce. Le véritable architecte de cette tromperie était rusé, très rusé. Un faussaire, un manipulateur, quelqu'un de désespéré. Poirot s'arrêta devant la fenêtre et regarda un instant le ciel gris de l'après-midi. Lorsque M. Hartwell senior est décédé, il a laissé derrière lui un secret qu'il avait enfoui depuis longtemps. Un enfant né hors mariage,
une honte qu'il avait cherché à effacer. La pièce haleta. Victor recula d'un pas. « Tu veux dire, c'est vrai ?» Poirot se tourna, l'air grave. « En partie. Il y avait un deuxième enfant, mais ce n'était pas Albert. Hartwell !» Un silence stupéfait. La voix de Poirot tomba presque à un murmure. Le véritable deuxième enfant est mort à la naissance. Seule la sage-femme et un serviteur de confiance le savaient. Mais la honte, le scandale, a hanté M. Hartwell. Et cette honte a été utilisée contre lui. Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. Un paquet de vieilles lettres et de documents juridiques ont disparu après sa mort. Quelqu'un a rassemblé juste assez de vérité pour construire un mensonge convaincant. Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. Et c'est ainsi qu'Albert a été inventé. Un escroc, embauché, entraîné et implanté. Poirot se tourna, maintenant vers la compagnie rassemblée, son regard s'attardant tour à tour sur chaque visage. Qui donc a orchestré cette mascarade élaborée? Qui en avait le motif et les moyens? Il traversa la pièce d'un pas léger et s'arrêta devant Madame Draycott. « Vous, madame !» Madame Draycott recula, son visage blanchissant. « Vous qui étiez au service des Hartwell depuis des décennies, vous qui aviez accès aux papiers, aux secrets. De famille, je ne vois pas ce que tu veux dire, » balbutia-t-elle. La voix de Poirot se fit plus aiguë. « Vous connaissiez l'enfant illégitime. Vous avez conservé ce savoir comme une arme, en attendant votre moment. Lorsque l'aîné Hartwell, qu'à un mort vous avez vu votre opportunité. » Madame Draycott secoua violemment la tête, mais Poirot continua inexorable. « Vous avez contacté une vieille connaissance, un homme que vous avez connu lorsque vous étiez gouvernante en France. Un faussaire, un escroc. Ensemble, vous avez trouvé Albert, un acteur malchanceux et désespéré d'argent. » Il sortit la photo de sa poche et la leva. Albert et Louis Marchand. Marchand s'appuya contre le mur en chancelant, le visage blême. La voix de Poirot était impitoyable. Oui, Louis Marchand, neveu de M. Marchand ici présent, l'avocat. Tout a été soigneusement arrangé. Les faux documents, les faux souvenirs, la manipulation subtile d'Annabelle et du personnel pour semer la confusion et le doute. La voix de Marchand, quand elle parvint, était étranglée par la rage. « Vous n'avez aucune preuve. » Poirot sourit légèrement. « Ah, mais oui, la correspondance, cachée d'Albert avec Louis. Les virements bancaires, le faux testament, attribué à un imprimeur à Marseille avec des liens avec votre neveu. Et le papier déchiré qu'Albert tenait en mourant, c'était une note désespérée de Louis, l'exhortant à fuir une fois que Poirot aurait eu des soupçons. La pièce était complètement silencieuse. « Mais, dit lentement Hastings, pourquoi tuer Albert ?» Le visage de Poirot se durcit. « Parce qu'Albert est devenu un handicap. Il est devenu cupide. Il a menacé de tout révéler à moins qu'il ne reçoive une plus grande part. Madame Draycott, ou Marchand, peut-être les deux, l'a tué pour le faire taire. » L'inspecteur Sharp s'avança maintenant, les menottes à la main. « Vous aurez l'occasion de vous expliquer au yard, » dit-il sombrement. Madame Draycott s'est effondrée sur une chaise, sanglotant hystériquement. Marchand resta figé, comme pétrifié. Poirot redressa ses poignets, son expression illisible. Victor avançait en chancelant. « Poirot, comment puis-je te remercier ?» Poirot fit une petite révérence élégante. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Hartwell. Hercule Poirot ne cherche que la vérité. » Annabelle se leva et traversa la pièce aux côtés de Victor, sa main trouvant la sienne. Poirot les observait, une rare douceur dans les yeux. Les cœurs humains, pensait-il, étaient infiniment complexes, bien plus que n'importe quel crime, et, pourtant, malgré tous leurs défauts, il y avait encore de l'espoir. « Viens, Hastings, » dit vivement Poirot. « Nous avons terminé notre travail ici. Partons pendant que l'ordre règne à nouveau. » Et sur ce, le grand détective s'est détourné, laissant derrière lui une maison qui, pour la première fois depuis de nombreux jours, pouvait à nouveau respirer librement. Le soleil de fin d'après-midi
projetait des rayons dorés à travers les fenêtres du petit café de Piccadilly où Poirot et Hastings s'étaient retirés après les événements dramatiques du domaine Hartwell. C'était un endroit calme et discret, précisément le genre d'établissement où un homme comme Poirot pouvait profiter des deux plaisirs de l'intimité et d'un service parfait. Hastings remuait distraitement son thé, jetant un coup d'œil à Poirot, qui était assis, comme toujours, impeccablement calme, savourant une petite tarte à la crème exquise. « Je dis, Poirot, commença enfin Hastings, tout cela me laisse encore tourner. Je veux dire, l'intelligence de la chose. Ils ont presque réussi. » Poirot sourit faiblement. « Presque, Hastings. Mais presque n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit d'Hercule Poirot. » Hastings rit mais devint ensuite sérieux. « C'est vraiment effrayant de voir avec quelle facilité ils ont déformé la vérité. Une petite graine de fait, le deuxième enfant. Et ils ont construit tout un mensonge autour de cela. » Poirot hocha la tête avec approbation. « Exactement, mon ami. C'est le principe de la tromperie. Les meilleurs mensonges reposent sur la base solide d'une petite vérité indéniable. » Il sirota délicatement son café. « Vous voyez, Hastings, ce ne sont pas les documents qui les ont trahis, pas même la connaissance de l'enfance de Victor. C'était la psychologie, le comportement. » Hastings se pencha en avant, impatient. « Tu l'as vu depuis le début. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Je m'en doutais, oui. Quand Albert récitait des souvenirs d'enfance, ils étaient répétés et non vécus. Il connaissait les faits, mais pas les sentiments. Les vrais souvenirs ne sont pas des listes stériles. Ils sont imprégnés d'émotions, d'incohérences, de petits détails que la logique écarterait, mais dont le cœur se souvient. » Hastings fronça les sourcils, pensif. « Je suppose que c'est comme quand je me souviens des jours d'école, dit-il lentement. Je me souviens de l'odeur de la craie, des rayures sur mon uniforme, pas seulement des leçons. »« Exactement !» cria Poirot en tapotant légèrement la table. Albert pouvait imiter. L'information, mais pas l'émotion. Ce fut la première fissure. « Et le reste ?» demanda Hastings. Poirot croisa les doigts. Le faux testament était trop pratique, trop parfaitement chronométré, et le comportement de Marchand et de Madame Draycott était révélateur. Tous deux étaient trop désireux de soutenir les affirmations d'Albert, tout en évitant subtilement de fournir des preuves directes. Il fit une pause, son expression se durcissant. Ensuite, il y a eu les menaces, la note anonyme adressée à Victor. Un vrai frère jumeau chercherait la réconciliation, pas l'intimidation. Hastings hocha lentement la tête, absorbant tout cela. « Mais pourquoi aller si loin ?» il a demandé. « Madame Draycott était vieille. Elle aurait eu une vie confortable en service. Et Marchand était un avocat respecté. Pourquoi tout risquer ?» Le visage de Poirot devint grave. « Ah, Hastings, vous touchez là aux recoins les plus sombres de la nature humaine. La cupidité, oui, mais aussi le ressentiment. Madame Draycott avait servi les Hartwell pendant des décennies, pour ensuite se voir rejetée en marge de leur vie. Elle avait soif de reconnaissance et de vengeance. Quant à Marchand, il avait des problèmes financiers, un goût pour une vie chère. La tentation de gagner une partie de la fortune des Hartwell était trop grande. Il fit une pause, puis ajouta doucement « Les gens commettent des crimes non seulement par nécessité, mais aussi par orgueil blessé, par vieille rancune, par désir de se montrer plus intelligents que ceux qui les ont méprisés. » Hastings se rassit, secoué malgré lui. « Remarquable, murmura-t-il. » Poirot sourit doucement. « Les êtres humains, mon ami, sont infiniment complexes. C'est pourquoi l'étude de la psychologie est indispensable à une véritable détection. » Il termina sa tarte en se tamponnant les coins de la bouche avec une serviette en lin. « Et pourtant, a déclaré Hastings, si Albert n'avait pas été tué, la tromperie aurait pu continuer. » Les yeux de Poirot s'assombrirent. « Peut-être. Mais le crime engendre le crime. Les conspirateurs ne se faisaient confiance que tant que cela leur convenait. Quand Albert est devenu dangereux, exigeant davantage, menaçant d'être exposé, il a été réduit au silence. » Il secoua légèrement la tête. « Une tromperie fondée sur la trahison finira par s'effondrer.
Ils restèrent silencieux un moment, le tintement de la porcelaine et le doux murmure des autres clients remplissant l'air autour d'eux. Puis Hastings demanda, presque à contre-cœur, « Poirot, avez-vous pitié d'eux » ? Chaman Draycott marchand ? L'expression de Poirot resta illisible pendant un moment. Puis il dit doucement, « J'ai pitié du meilleur qu'ils auraient pu être. » Il se pencha légèrement en avant, la voix basse. « Mais ne vous méprenez pas, Hastings. La justice doit être rendue. Le pardon appartient au divin. Mon devoir est envers la vérité. » Hastings hocha lentement la tête, comprenant désormais l'acier plus profond qui soutenait la nature apparemment délicate de Poirot. À ce moment, un jeune serveur s'approcha en s'inclinant poliment. « Un message pour vous, monsieur Poirot, » dit-il en tendant une note pliée. Poirot l'accepta avec un signe de tête courtois, l'ouvrant adroitement. Il sourit légèrement en lisant. « Il semble, dit-il, que l'inspecteur Sharp a confirmé nos soupçons. L'imprimeur des faux documents à Marseille a avoué et a directement impliqué le neveu de Marchand. » Hastings laissa échapper un faible sifflement. « Ouvrez et fermez, alors. » Poirot se leva et ajusta ses poignets. La justice continue comme « il se doit. » Et nous, il sourit chaleureusement. Nous pouvons profiter de quelques jours de paix jusqu'à la prochaine convocation pour exercer les petites cellules grises. Ils sortirent ensemble du café et pénétrèrent dans les rues, animées de Londres. Le ciel était couvert à présent, mais pour Hastings, le monde semblait curieusement plus lumineux, plus net. Il regarda Poirot de côté, sa petite silhouette impeccable sur le fond gris, et ressentit une fois de plus une profonde admiration. Que soient les ténèbres que la nature humaine pouvait receler, il y avait encore ceux comme Hercule Poirot, qui pouvaient les éclairer avec la lumière implacable et brillante de la raison. Et quelque part, peut-être non loin de là, un autre mystère prenait déjà racine, attendant que Poirot le découvre. Mais pour l'instant, alors qu'il se tournait vers le confort tranquille de l'appartement de Poirot à Whitehaven Mansion, Hastings s'autorisa le rare plaisir de croire, ne serait-ce que pour un instant, que tout allait bien dans le monde. Pendant plusieurs jours après l'arrestation dramatique de Marchand et de Madame Draycott, le domaine Hartwell est revenu à une normalité tendue. Pourtant, alors même que la vie reprenait ses schémas extérieurs, Hercule Poirot se déplaçait avec précaution dans les coulisses, assemblant les derniers fragments du mystère à leur place. Victor Hartwell, bien que publiquement disculpé, restait inquiet. L'ombre de la trahison flottait lourdement dans l'air, et Poirot, toujours sensible au tremblement sous une surface polie, savait que tout le poison n'avait pas été extrait de la blessure. C'est pour cette raison que, en fin d'après-midi, Poirot convoqua à nouveau Hastings à Whitehaven Mansion, non pas pour se reposer, mais pour préparer l'acte final. Hastings arriva et trouva Poirot debout près de la fenêtre, regardant la rue avec une expression de profonde concentration. Sur la table derrière lui, soigneusement disposée, se trouvaient plusieurs objets. Une photographie, un paquet de lettres, le fragment déchiré trouvé dans la main d'Albert et le fameux testament contrefait. « Ah, Hastings, » dit Poirot, sans se retourner. « Vous êtes rapide comme toujours. » Hastings posa son chapeau et ses gants. « Tu as quelque chose, Poirot? Une nouvelle découverte ?» Poirot sourit légèrement. « Non, mon ami. Pas nouveau, mais définitif. Les pièces sont maintenant assemblées. Ce soir, nous rassemblerons à nouveau tout le monde à la maison Hartwell. Il est temps. » Il désigna les objets sur la table. « Observez, Hastings. Voici le squelette de l'affaire. Le motif, l'avidité, le ressentiment, l'ambition, la méthode, la tromperie, la contrefaçon et finalement le meurtre. Les moyens, l'accès, l'opportunité et la connaissance. » Il ramassa le morceau de papier déchiré et le tint entre le mi-pouce et l'index. « Cette note, dit-il doucement, sonna le glas d'Albert. Un message l'incitant à fuir trop tard. Un message écrit dans la hâte et la peur. » L'expression de Poirot s'accentua. « Et le dernier indice, Hastings, ne réside pas dans ce qui a été écrit, mais dans la manière dont cela a été écrit. » Hastings fronça les sourcils. « L'écriture manuscrite ?» Poirot hocha la tête. «
Oui, un style imité de la propre main de Victor, mais avec des hésitations révélatrices. Le véritable auteur a essayé d'imiter l'écriture de Victor, de jeter les soupçons sur lui si la note était retrouvée. Mais, dit lentement Hastings, si Victor l'avait vraiment écrit, pourquoi s'incriminerait-il? Exactement, mon ami. Tiens, dit Poirot en frappant dans ses mains avec satisfaction. C'est trop maladroit, trop pratique. Ça crie à l'orchestration. Il se tourna vers la fenêtre, le regard lointain. Il reste encore une vérité tacite, un motif plus profond, caché sous l'avidité évidente. Hastings le regarda attentivement. Tu veux dire vengeance? Poirot sourit légèrement. Très bien, Hastings. Vengeance exécutée avec la plus grande froideur et la plus grande précision. Pour les péchés de feu, monsieur Hartwell. Il resta silencieux pendant un long moment. La folie humaine, dit enfin Poirot, laisse une trace, même lorsqu'elle est soigneusement dissimulée. Fierté, colère, trahison. Il se retourna toutes affaires maintenant. Nous allons à Hartwell House ce soir, Hastings. Là, je vais tout révéler. Hastings redressa les épaules. Bien, dit-il. Je suis d'accord. Poirot sourit chaleureusement. Je sais, mon ami. À 9 heures du soir, le salon du domaine Hartwell était à nouveau le théâtre du théâtre méthodique de la révélation de Poirot. Victor Hartwell et Annabelle Dupré étaient assis l'un à côté de l'autre sur le canapé, les mains étroitement jointes. L'inspecteur Sharp, sombre et impassible, se tenait près de la cheminée. Même Jennings, le majordome, et Elsie, la jeune servante, étaient présents, chacun appelé par les instructions précises de Poirot. L'atmosphère était tendue comme les cordes d'un violon. Poirot, après s'être assuré que tout le monde était rassemblé, prit position au centre de la pièce. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je vous ai demandé ici ce soir de mettre fin aux doutes et aux ombres. Qui persistent encore ?» Il fit une pause, scrutant la pièce. Victor Hartwell a été victime d'une conspiration des plus cruelles, une tentative non seulement de l'escroquer, mais de le détruire. Victor baissa la tête, les muscles de sa mâchoire tendus, continua Poirot. Nous avons vu comment a été créé le faux Albert Hartwell, coaché avec des données personnelles, armé de faux documents introduits dans le cercle familial pour semer la zizanie. Il se tourna légèrement. Mais reste la question de savoir qui, précisément, a brandi le couteau qui a mis fin à la vie d'Albert. Il y eut un émoi, nerveux, craintif. Poirot brandit le message déchiré. Ce message, a-t-il déclaré, a été dissimulé pour suggérer la culpabilité de Victor. C'est un faux, créé pour impliquer un homme innocent. Il posa soigneusement le message sur la table. Et pourtant, dit doucement Poirot, le véritable tueur a commis une erreur. Critique. Il tapota doucement les lettres. L'encre utilisée dans le billet est d'une teinte particulière, non disponible dans le commerce en Angleterre. Elle est importée. L'inspecteur Sharp se redressa visiblement. « Et cette encre, dit Poirot en se tournant brusquement vers le majordome Jennings, a été trouvée dans votre chambre. » Un halètement s'échappa de l'assemblée rassemblée. Jennings recula d'un pas, son visage perdant ses couleurs. « Toi !» cria Victor en se levant d'un bond. « Vous nous avez trahis ?» Jennings ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La voix de Poirot traversa la pièce comme un couteau. « Oui, Jennings, c'est vous qui avez tué Albert, vous qui craignez qu'il révèle la conspiration la plus profonde pour ce qu'elle était. » La voix de Poirot devint encore plus douce, plus mortelle. « Et tu n'as pas agi seul. » Il se tourna lentement, fixant Annabelle Dupré avec un regard presque plaintif. « Mademoiselle, dit-il, cela me fait de la peine de le dire. Mais vous aussi, vous avez été entraînée dans cette toile. » Le visage d'Annabelle se plissa. « Non. » Elle a pleuré. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. » Victor la regarda, consterné. La voix de Poirot était impitoyable. « Vous avez aimé Albert une fois, avant de rencontrer Victor. Vous faisiez partie du plan depuis le début, mais quand Albert est devenu dangereux, imprévisible, vous avez réalisé qu'il vous détruirait aussi.
Vous vous êtes confié à Jennings et ensemble, vous avez décidé qu'il ne restait qu'une seule solution. Annabelle se couvrit le visage de ses mains en sanglotant. Victor avait l'air d'avoir été frappé. L'expression de Poirot était profondément triste à présent. Vous étiez prise entre la loyauté et la peur, mademoiselle. Mais un meurtre reste un meurtre, même commis en désespoir de cause. L'inspecteur Sharp s'avança, mettant les menottes au poignet de Jennings avec une brutalité définitive. Il n'hésita qu'un instant de plus avant de se tourner vers Annabelle. « Miss Dupré, dit-il doucement, vous devrez venir avec moi. » Annabelle se leva en tremblant, jetant un coup d'œil à Victor qui ne pouvait pas croiser son regard. Alors qu'ils étaient emmenés, la pièce semblait expirer, une respiration profonde et épuisée, après des semaines de tension. Poirot se dirigea tranquillement vers Victor, posant légèrement une main sur l'épaule du jeune homme. « Courage, monsieur, » dit-il doucement. « La vérité est cruelle, mais elle vaut mieux que le lent poison du mensonge. » Victor ne dit rien, mais ses épaules se redressèrent un peu. Poirot se détourna, sentant le poids de la tragédie humaine qui l'avait mis à nu. Son visage était grave, mais en lui, les petites cellules grises se tournaient déjà vers le prochain mystère, le prochain puzzle, attendant juste au-delà de l'horizon. La justice avait été rendue, mais les blessures de la trahison prendraient beaucoup plus de temps à guérir. Et Hercule Poirot, toujours attentif à la folie humaine, porterait avec lui le souvenir de cette affaire, un rappel discret que les crimes les plus profonds ne sont pas ceux des mains, mais du cœur. C'était 3 jours après les arrestations qu'Hercule Poirot et le capitaine Hastings se sont à nouveau assis ensemble à Whitehaven Mansions, l'affaire étant officiellement close et Londres s'activant inconsciemment derrière les fenêtres. Hastings, buvant une tasse de thé fort, semblait toujours troublé. Il regarda le liquide sombre, comme s'il pouvait offrir des réponses que Poirot n'avait pas déjà fournies. « Je n'arrive toujours pas à y croire, Poirot, » dit-il lentement. « Annabelle, entre tous. Je pensais qu'elle était dévouée à Victor. » Poirot, assis parfaitement droit et imperturbable, tapota le bout de ses doigts. La dévotion, Hastings, est une pièce aux multiples facettes. Elle peut être la loyauté ou la possessivité, la protection ou la peur. Il fit une pause. Mademoiselle Annabelle a été entraînée dans cette liaison bien avant de rencontrer Victor Hartwell. Cela a commencé avec sa première connaissance, peut-être son engouement, avec l'homme que nous connaissions sous le nom d'Albert. Elle était jeune, impressionnable. Il lui avait promis un grand avenir, la chance de faire partie de la fortune Hartwell, d'échapper à une vie de dépendance et d'incertitude. Les yeux de Poirot brillaient d'une curieuse pitié. Mais à mesure que le plan évoluait, sa loyauté évoluait également. Rencontrer Victor a compliqué ses sentiments. Je ne doute pas qu'elle ait vraiment commencé à l'aimer. Mais quand Albert est devenu imprudent, quand la toile a commencé à s'effilocher, la peur a pris le pas. Et la peur, Hastings, il se pencha légèrement en avant. La peur est la coucheuse de la trahison. Hastings fronça les sourcils. Mais pourquoi ne pas simplement avouer? Pourquoi recourir à, hésita-t-il, au meurtre? Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. Parce qu'à ce moment-là, il était trop tard. La dénonciation signifiait la ruine, la prison, la disgrâce. Dans leur panique, Jennings et Annabelle croyaient pouvoir faire taire Albert et préserver leur vie telle qu'ils l'avaient construite. Il leva les mains, paume vers le haut. Mais le crime engendre le crime. Mon ami, c'est une réaction en chaîne. Une tromperie en entraîne une autre, et bientôt il n'y a plus de recul. Hastings secoua lentement la tête. Pauvre Victor. Poirot inclina gravement la tête. Oui, il a vraiment aimé, et il a été trompé très cruellement. Mais il s'en remettra. Le cœur, Hastings, est résilient. Même lorsqu'il est brisé, il peut se réparer, souvent plus fort qu'avant. Hastings regarda Poirot avec attention. « Tu as l'air presque triste, mon vieux. » Poirot sourit faiblement, les rides autour de ses yeux se creusant. « Peut-être, Hastings. Après tout,
Je suis un étudiant de la nature humaine, et la nature humaine, elle est capable d'une telle beauté et d'une telle folie. » Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et joignit les mains derrière le dos. « Cette affaire, dit-il doucement, n'était pas seulement une question de preuves matérielles. Non, c'était une question de psychologie, de comportement, de minuscules incohérences, les souvenirs surexploités, les réponses mécaniques, les documents pratiques. Tout pointait inexorablement vers la vérité. » Il se tourna, son expression se réchauffant. « Et pourtant, dit-il, qu'est-ce que la vérité sans la compréhension? Ces pauvres âmes, Marchand, Madame Draycott, Jennings, Annabel, n'étaient pas des monstres, seulement des êtres humains, qui ont fait des choix monstrueux. » Il fit une pause, réfléchissant. La tâche d'Hercule Poirot est de voir avec clarté, mais jamais sans compassion. Hastings bougeait inconfortablement, peu habitué à une telle mélancolie chez son ami. « Et l'héritage, Poirot ?» demanda-t-il, cherchant un fil pratique. « Qu'est-ce que ça devient ?» Poirot haussa légèrement les épaules. « Victor conserve la place qui lui revient. Les affirmations d'Albert étant réfutées et le complot criminel révélé, il ne reste plus aucun défi. La loi, elle, avance lentement, mais elle avance sûrement. » Et Annabel? Hastings insista, sa voix plus douce. Le visage de Poirot devint sérieux. « Mademoiselle Annabel sera jugée, mais j'ai parlé avec le procureur de la couronne. Son rôle, bien que grave, était moins central que celui de Jennings ou Marchand. Il est possible qu'elle obtienne une grâce, surtout compte tenu de la manipulation qu'elle a subie de la part d'Albert. » Il ajouta doucement, « Son avenir, cependant, est à jamais modifié. » Ils tombèrent dans un silence pensif, interrompu seulement par le tic-tac lointain de la pendule de la cheminée. Enfin, Hastings se leva et récupéra son chapeau et ses gants. « Eh bien, Poirot, dit-il avec un sourire, je suppose que nous sommes revenus à des jours paisibles, pour un petit moment au moins. » Poirot rit doucement. « Paisible, peut-être, Hastings, mais pas oisif. Les petites cellules grises, il faut les exercer, n'est-ce pas ?» Il prit un journal sur la table et le tapota. « Il y a déjà des rumeurs. Une héritière disparue dans le Sussex, un scandale parmi un groupe de peintres à Chelsea. Le monde n'attend pas longtemps avant de proposer ses énigmes. » Hastings rit. « Alors je suppose que je ferais mieux de garder mes bagages emballés. » Poirot sourit chaleureusement. « En effet, mon ami, car là où règne le désordre, là où les passions humaines se heurtent et trompent, là, tôt ou tard, on aura besoin d'Hercule Poirot. » Il redressa ses poignets avec une précision délicate, ses moustaches impeccables, son être tout entier rayonnant de disponibilité. Et ainsi, alors que les ombres s'allongeaient et que les lampes de Londres s'allumaient, Hercule Poirot et le capitaine Hastings se remirent en route dans le théâtre imprévisible des affaires humaines, prêts, toujours, à percer les déguisements, à démêler le faux du vrai et à garantir qu'à la fin, la justice prévaudrait. Car c'était avant tout le devoir que Poirot s'était fixé. Faire la lumière dans les recoins les plus sombres du cœur humain, et le faire non pas avec colère, mais avec ordre, logique et toujours une touche de compassion.